Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Unicorn Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison, on vous souhaite une très bonne rentrée. Alors vous allez voir, il y a des changements, mais l'équipe, elle, reste la même. Donc on retrouve Jérôme Levier-Pagès. Bonjour Jérôme. Bonjour Florine, ça a été l'été? Ça a été. Et vous-même, Damien, Jérôme? Je crois que notre bronzage parle pour lui-même. Vous êtes radieux. Bonjour Damien Leroy, Bonjour Florine. ingénieur pédagogique de référence ici. Et on se retrouvera au fil des lives, bien sûr, Nicolas, Benoît et Lucie et Arthur. Nouvelle saison dit nouveau format. Damien, tu nous en dis 2 mots avant de commencer, peut-être? 2 mots, pas plus. Donc oui, nouveau format. Donc on va se retrouver maintenant toutes les semaines sur un temps plus court. Donc on va être un peu plus efficace, avec plus rythmé. Je suis toujours invité. On verra. Non, mais l'idée, c'est qu'on intègre en fait des chroniques systématiquement sur ces temps de gaming live. Donc, on va partager nos temps de live en 2 parties. Et on se retrouvera pour un temps de chronique, puis un temps de discussion sur un autre sujet. Mais je crois qu'aujourd'hui, le sujet de la chronique, elle est sur la triche. Oui, magnifique transition. Donc, comme on l'a dit, émission en 2 parties. Donc, Jérôme, tu as maintenant une chronique que tu as baptisée Ticket to Teach. Effectivement. Et alors, c'est même la spécificité pour pouvoir être sûr de tenir dans le temps, c'est même rédigé. Donc, je vais voir, c'est un test. Ça fait partie de nouveautés. Ça fait partie de la nouveauté. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Je cherche désespérément où est passée la caméra. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette première chronique, Ticket to Teach. Donc, c'est un petit clin d'œil à Ticket to Ride, donc le jeu d'Alan Harmoun, Les Aventuriers du Rail. On pourra en faire une super chronique d'ailleurs sur ce jeu qui est une très très belle passerelle pour pouvoir apprendre à jouer. Alors aujourd'hui, on embarque pour un voyage immersif et subjectif au cœur de mes explorations ludopédagogiques. Le but de ces chroniques, partager les apprentissages qui m'ont marqué et les découvertes qui m'ont passionné, surpris, étonné. Cependant, aujourd'hui, je vais commencer par un sujet qui me tient à cœur, mais que je n'aime absolument pas. Et je veux parler de la triche. En fait, et pire que la triche, ceux qui la pratiquent, les tricheuses et les tricheurs. Je cherche. Mais je dois regarder. Personne ne se sent concerné. Mais rassurez-vous, en fait, je ne parle pas spécialement de vous, évidemment. Mais c'est parfois intéressant et salutaire de pouvoir rappeler à son entourage que certains comportements peuvent transformer ma sécrétion hormonale d'ocytocine, positive donc, en une véritable tempête de colère et de déception. Alors pourquoi vous parler de la triche aujourd'hui ? Petit flashback, nous avons été avec Damien en juin dernier. On a été invités par des collègues de l'Université de Toulon. C'est des collègues qui avaient fait la 2e promotion du bootcamp Se former à la ludopédagogie et ils nous avaient conviés à leur journée d'initiative pédagogique. On remercie au passage Rita, Thomas et Frédéric également. Et on lui souhaite d'ailleurs à Frédéric une belle retraite. Je crois qu'elle est maintenant en retraite. Et au cours de ce déplacement, qui était extrêmement chaleureux, on a été accueillis pour boire un petit verre sur la place de l'Équerre. Et au cours de cet échange, évidemment sans aucun éthanol dans nos verres, on a découvert avec effroi qu'une des participantes au bootcamp, quand ils étaient venus, avait triché à plusieurs reprises en volant des jetons, des tokens, dans la caisse des maîtres de jeu. Alors là, il faudra à terme qu'on ait une musique, un jingle pour les moments dramatiques. Mais sans rire, nous, ça a été une vraie déception, une colère. Un écœurement aussi par rapport au travail qu'on avait mis en place et voire un petit désir de revanche. Et cette trahison, parce que c'est le mot que j'emploierais, a suscité vraiment une avalanche d'émotions négatives. Et d'ailleurs, si vous voyez, j'ai encore un peu les poils qui sont un peu encore hérissés aujourd'hui. Mais surtout, ça m'a amené à une réflexion un peu plus poussée, un peu plus profonde que je vais me permettre de vous partager aujourd'hui. D'autant que dans l'excellent dictionnaire des sciences du jeu, il n'y a pas d'entrée, étonnamment, sur la triche. Dans les sciences du jeu, on n'a pas une entrée de triche. Et je me dis, ça pourrait être intéressant de pouvoir corriger cela. Alors aujourd'hui, je me permets on va essayer de définir qu'est-ce que vraiment la triche, pourquoi certaines personnes se laissent tenter par elle, et enfin, comment on la gère en situation pédagogique, ce qui nous intéresse aussi. Alors pour commencer, selon Cathy Sielen et Eric Zimmerman dans Rules of Play, la triche se caractérise par le fait de violer les règles formelles, généralement de manière discrète, mais intentionnelle. L'intentionnalité est une dimension importante, je pense, dans le but de gagner la partie ou d'avoir un avantage, un bénéfice dans la partie. La tricheuse ou le tricheur ont donc un certain esprit ludique, dans la mesure où ils s'intéressent
à l'issue et au résultat du jeu, mais pas forcément dans le respect du processus du jeu. Si on croise des études sur la triche, que ce soit en contexte de jeu, en contexte scolaire ou en contexte commercial, et donc vous retrouvez les sources peut-être dans la bande de discussion à côté, et sinon vous pourrez les retrouver sur le site. Les chiffres oscillent entre 5 et 15% de la population adulte qui triche régulièrement. Et une personne sur deux confesse l'avoir fait ou le faire occasionnellement. Donc c'est une vraie question, et même si on est finalement entre personnes intègres et éthiques, c'est un sujet qui ne doit pas être masqué. Pourquoi on triche ? La triche est souvent influencée par des motivations psychologiques. Et ces motivations, elles sont assez complexes. Donc David Callahan, il a un ouvrage qui s'appelle The Cheating Culture. Il explique que la triche, elle est souvent motivée par la pression de réussir, la peur de l'échec ou l'opportunisme. Les attentes sociétales et les pressions peuvent elles-mêmes s'exercer pour qu'on triche, mais ce qui est intéressant, c'est que Callahan explique que les gens qui le font ont toujours une représentation d'eux-mêmes d'honnêteté, ce qui pourrait paraître paradoxal. Il y a des études très intéressantes qui ont été menées par les équipes de Sung-Ji Lee, et elles montrent que les traits de personnalité comme le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie, alors je regarde sur les gens qui sont derrière Damien, ce qu'on appelle la triade noire, ces traits de personnalité sont liés à une augmentation des comportements de triche. Évidemment parce que ces traits on imagine qu'il y a une amélioration personnelle de la perception qu'on va avoir de soi. Je réussis donc je suis plus fort, et donc c'est lié évidemment à la question du pouvoir que l'on veut projeter sur les autres. La théorie de l'autodétermination aussi est intéressante à ce titre-là, mais ce qui est certainement aussi le plus important à voir au-delà des aspects psychologiques que l'on ne peut pas forcément gérer en situation de classe, c'est l'environnement. Et l'environnement, il joue un rôle crucial dans la décision de se mettre à tricher. Donc là, c'est une étude comportementale qui a été publiée dans le Journal of Educational Psychology, et cette étude montre que des facteurs tels que la perception de l'opportunité de tricher et les justifications morales internes jouent un rôle crucial dans la décision de tricher. Par exemple, dans les jeux en ligne compétitifs, où il y a de l'anonymat et il y a de très fortes incitations à gagner parce qu'il y a des classements, parce qu'il y a des récompenses. Ici, tous ces éléments-là contribuent à augmenter la tentation d'aller tricher. On peut donc parfois avoir des joueurs qui rationalisent l'acte de tricher, d'ailleurs en utilisant parfois des logiciels de triche, des codes de triche, en exploitant des failles de jeu. Et ils sont convaincus, en général ces personnes, que ces actions sont nécessaires pour maintenir leur statut ou compenser des compétences comme perçues inférieures. Il y a aussi des fois de la triche pour compenser une compétition qu'on va percevoir comme injuste ou disproportionnée. Et là, il y a des travaux notamment de Petro sur le jeu en ligne Strava, qui est un jeu de vélo, qui sont intéressants à ce titre-là. Sur le plan social, il y a des conséquences. Quand on triche, il y a des conséquences, et ça, elles sont établies depuis assez longtemps, et notamment dans un contexte éducatif. Ça affecte significativement les dynamiques de groupe et la cohésion du groupe. Parce que ça contribue à créer une atmosphère de méfiance, de suspicion, et tous ces éléments-là sont évidemment ce qu'on cherche à prévenir dans un contexte éducatif, scolaire, universitaire. Et donc, il y a une étude qui a été publiée dans un ouvrage qui s'appelle Academic Dishonesty and the Community College. Ça démontre que les effets de la triche dans un groupe peuvent contaminer durablement l'expérience liée au jeu tout au long de la scolarité au sein d'une même institution. On m'a fait faire un jeu en première année. Si on me refait faire un jeu et que j'ai perçu qu'il y avait de la triche, si on me refait faire un jeu 3 ans plus tard, c'est plus la même personne, mais l'institution l'a permis, et donc j'ai moins confiance dans la structure. Par ailleurs, et ça c'est aussi important à avoir à l'esprit, l'acceptation de la triche et la perception de la triche, ça varie énormément suivant les contextes culturels et historiques. Donc ça c'est un livre, ce qui s'appelle Cross-Cultural Roots of Minority Child Development, Patricia Greenfield, et elle expose comment des normes culturelles influencent la perception de la triche. Et ce qu'elle note, c'est que ce qui est parfois perçu comme une triche dans une culture donnée peut être perçu comme une compétence stratégique dans une autre culture ou pour un autre groupe social. Donc, quand je disais que c'était un peu plus complexe,
Là, si je vous donne un exemple, il y a des contextes culturels et des contextes de jeu, dans les jeux de plateau et les jeux de rôle en particulier, la triche est souvent très très mal perçue parce qu'elle conduit à une violation de l'expérience collective et il y a une certaine inutilité éventuellement à la triche, en particulier pour le jeu de rôle, où l'expérience et les conséquences sont même intéressantes. Il y a pas de perdre, c'est pas rater un lancer de dés. Et donc, dans ces jeux-là, on sous-tend tout le temps un principe de fair play et de collaboration, quasiment. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des jeux qui intègrent le principe de tricher. Et ça devient une mécanique de jeu. Hasbro a découvert avec son jeu Monopoly, qui est mon jeu préféré, on va dire, mais ils ont découvert qu'il y avait une étude qu'un Américain sur 2 avouait tricher lorsqu'il jouait au Monopoly, en piquant dans la caisse et en sautant, en faisant 1, 2, 4, et puis hop, là on passe par-dessus l'endroit où on aurait dû payer ou aller en prison. Donc. Et ils ont fait une édition qui s'appelle la Cheaters Edition, et donc il y a une vraie édition, et là-dedans, le but du jeu c'est de tricher au maximum, et ils ont légalisé le principe que l'on triche. Il y a d'autres jeux comme il y a la carte dans Munchkin, il y a une carte triche qui existe, et il y a un jeu Illuminati aussi qui est un peu amusant comme petit jeu, où il y a tout un ensemble qui cadre ce que l'on peut faire en termes de triche. Donc ça, on imagine que tricher, ça devient une expérience de jeu. Donc là, ça peut être aussi intéressant si on est avec des publics qui s'y retrouvent dans cette logique-là. Alors pour synthétiser et peut-être avancer vers notre conclusion, on peut dessiner le contour d'une typologie on pourrait s'appuyer sur les travaux de Dan Ariely, qui a écrit un ouvrage assez amusant qui s'appelle The Honest Truth About Dishonesty. Et lui, il suggère que il n'y a pas qu'un seul type de tricheur. Et on le voit nous aussi, les travaux de Michel Bergala, là j'ai un petit doute sur Bergada, pardon, sur le plagiat, aboutit un peu à la même chose. On ne plagie pas, on ne triche pas pour les mêmes raisons. Il y a les opportunistes, les tricheuses et les tricheurs opportunistes, ceux qui ne prévoient pas à l'avance de tricher, mais ils vont saisir l'opportunité parce que ça se présente. Et il y a une faille dans la surveillance, une faille dans le système, et puis pas vu, pas pris, on y va. Il y a les tricheurs et tricheuses habituels, selon lui. Celles et ceux qui vont tricher régulièrement et qui ont intégré ça comme une vraie stratégie d'étude ou de performance. C'est un comportement naturel, normalisé, routinier. Et enfin, il y a les tricheurs et tricheuses sous pression. Ceux qui vont le faire parce qu'ils se sentent dans l'obligation, quelque part, morale, de réussir. Donc ça, on voit par exemple dans les parties familiales où des personnes qui se perçoivent comme le chef de famille ou l'aîné vont se dire je ne peux pas perdre sinon on va penser que mon prestige en prend un coup et vont se mettre à tricher, ce genre de choses, ou dans un contexte scolaire. Alors la triche elle est là et je vais conclure en vous proposant 3 pistes pédagogiques pour pouvoir gérer la chose. Première piste, travailler sur l'état d'esprit et l'état de développement particulièrement. Donc ça, c'est une théorie qui a été développée par Carol Dweck. Et donc dans sa théorie, les personnes qui ont un état d'esprit fixe perçoivent la victoire comme une validation de leur identité et la défaite comme un rejet de leur capacité. Et ça, ils disent, il y a des gens qui ont un état d'esprit fixe. Et donc, le fait de gagner ou perdre est très important. Et il essaye de promouvoir les gens qui ont un état d'esprit de développement, qui vont considérer que chaque résultat, indépendamment donc, de la victoire ou de la défaite, qu'il soit positif ou négatif, tous ces éléments-là sont des opportunités d'apprendre. Et c'est c'est un élément qui peut être concrètement mis en place par des séances de briefing et débriefing pour pouvoir justement dédramatiser cette dimension de la victoire. Et de faire que ce sont des opportunités d'apprentissage, des opportunités pédagogiques, et on n'est pas là pour en fait mesurer qui c'est le plus fort, parce qu'on n'est pas dans la cour de récréation de la maternelle. Piste 2, équilibrer compétition et collaboration. Parce que l'une des solutions serait de se dire, en fait, on va faire que de la collaboration. Et ça, c'est une mauvaise idée, parce que la compétition, elle est très intéressante, et elle motive énormément, et elle permet de créer de l'engagement. Les théories pédagogiques sur la motivation intrinsèque et extrinsèque suggèrent qu'une compétition bien structurée peut stimuler l'engagement des élèves, tout en soutenant les objectifs d'apprentissage collaboratif. Une motivation intrinsèque, où les élèves sont encouragés à apprendre pour le plaisir d'apprendre, est souvent plus efficace et durable qu'une motivation extrinsèque liée à des récompenses ou à des punitions. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui est connu sur l'éducation. Il faut travailler sur les motivations intrinsèques, que la personne soit motivée pour elle-même.
Donc j'invite vraiment les collègues qui nous écoutent à adapter les jeux pour inclure à la fois des éléments compétitifs et collaboratifs et ne pas s'ancrer, je veux dire, dans une attitude unique et qu'on n'ancre pas nos apprenants ici. Il y a des exemples de jeux semi-coopératifs qui sont toujours intéressants. Je pense à Nemesis, à Australia, qui sont des jeux intéressants, des gros jeux, mais qui sont des jeux intéressants semi-coopératifs où on collabore et il y a un peu de compétition. Une autre stratégie pour pouvoir lutter, pour faire ces équilibrages et d'ajuster en temps réel les règles. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent permettre de contourner parfois. Moi, j'aime pas trop qu'on fasse ça, mais c'est des choses qui peuvent permettre des fois de contourner les stratégies à moyen terme des tricheurs et tricheuses. Et donc, on peut simplement aussi introduire un peu plus de collaboration dans un environnement si on sent que ça devient trop compétitif et inversement. Troisième et dernière piste, promouvoir des jeux sans perdant explicite. Les jeux non compétitifs où il n'y a pas de vainqueur clair, où il n'y a pas de classement, sont aussi extrêmement efficaces. Et je reviens souvent sur les jeux de rôle, des jeux qui vont mettre l'accent sur les processus d'apprentissage plutôt que sur le résultat final. Ça, c'est des éléments qui réduisent l'anxiété en contexte scolaire, qui réduisent la perception de la performance et ça encourage une participation qui est plus active. Donc les jeux de rôle sont vraiment une très très bonne solution parce que la triche est vraiment inutile. Donc vous noterez, ma chère Florine, mon cher Damien, que dans aucune de ces trois propositions, j'ai évoqué des stratégies punitives avec finalement plus de surveillance, en se disant si j'ai plus de la triche, je vais m'arranger pour plus surveiller. À mon avis, et ça c'est la même chose pour plagiat, c'est pas la solution. Si j'ai de la suspicion, je vais travailler. Déjà, c'est pas mon métier, je suis pas surveillant, je suis enseignant, j'essaye de développer les personnes. Et puis, c'est essayer de créer les conditions de la confiance, et ça se travaille. En amont de l'expérience de jeu, on travaille ce qui va faire qu'une expérience sera réussie ou non, et notamment d'avoir un environnement sain. Donc, je dis pas que la triche, faut la tolérer, il faut au contraire la sanctionner, mais il faut apprendre à nos chères étudiantes et étudiants que tricher, quel que soit le résultat, c'est toujours une défaite. Et en fait, jouer avec intégrité, ça, en l'occurrence, c'est toujours une victoire. Et on peut t'applaudir pour cette première chronique de l'année. Merci beaucoup. Il est 49. Non, bon. Je savais qu'elle était un peu longue. Non, c'est parfait. Non, 5 à 15% de tricheurs, c'est impressionnant. Ouais. On peut citer Dardar aussi dans les jeux qui encadrent la triche, dont la mécanique est une mécanique de triche. Damien, qu'est-ce que ça t'évoque Alors déjà, dans la partie nouveauté du format, je trouve ça super intéressant que nous, on se prête aussi au jeu de l'écoute de la chronique. Et on a pris... pas avant. Rarement. Non, mais je trouve ça intéressant. Nous, vu qu'on a pris des petites notes en parallèle, et l'idée, c'est de ne pas couper justement cette chronique pour réagir après. Et ce que je trouvais intéressant, tout d'abord, sur l'omission de l'entrée triche, peut-être dans le dictionnaire des sciences du jeu, c'est qu'en fait, la triche, ça caractérise en fait l'anti-jeu. Et peut-être que il y a cette omission parce que ça doit pas faire partie en fait en soi de l'expérience de jeu plaisir en fait. Ou dans ce cas-là, c'est pas la bonne façon de prendre du plaisir en fait dans le jeu, puisqu'en fait on casse la dimension de plaisir des autres. Et on se positionne en tant qu'anti-joueur et à ce moment-là, c'est... On n'en parle pas parce que c'est même pas censé exister. Ouais, je me pose en fait la question. Jean Vial, en contexte pédagogique, lui parlait d'anti-jeu, mais pour plutôt caractériser des jeux qui n'en étaient pas. Pas dans la perception de l'anti-jeu par rapport à la question du fair play. Ouais. Je pense plutôt à Arnaud Esquer, et d'ailleurs j'ai failli faire un jeu de mots quand je parlais de la place de l'Équerre à Toulon. Arnaud Esquer, il a écrit notamment un article donc dans une perspective plus... presque philosophique et sociale en tout cas, le jeu et le hors-jeu. Et que en fait, ce qui définit le jeu, c'est la limite qui amène à faire qu'on n'est plus dans le jeu. Et si on considère que la triche, et là c'est un bon élément, on peut se poser la question avant une partie de savoir où va se situer cet objet-là. Est-ce qu'il est hors-jeu ou est-ce qu'il est en jeu? Est-ce que cette attitude-là, on la tolère ou pas? Et c'est des éléments sur lesquels c'est toujours intéressant de contractualiser. Alors peut-être pas en signant avec, non, mais on le fait en jeu de rôle. Avec Raphaël dans Baldur's Gate 3. On fera peut-être une rubrique là-dessus. Non, mais quand on commence une partie de rôle, on se dit il y a un vocabulaire qui est mis de côté, on évite de se placer dans une attitude de hors-jeu, on coupe les téléphones pour pas sortir en fait de l'immersion qu'on essaie de créer, et surtout on se dit c'est bon, personne ne triche, on est dans un climat de confiance, il n'y a pas d'intérêt à tricher.
C'est vraiment ça, cette idée de rendre perceptible que on va affaiblir l'expérience de la personne. Pourquoi dans les escape rooms, les escape games qu'on fait, ils nous prennent nos téléphones? C'est pour éviter justement qu'on passe un moins bon moment en réussissant plus vite. C'est sympa d'utiliser un petit peu son cerveau et même d'échouer. Enfin, quand on rate, c'est sympa aussi. Il nous explique qu'on a raté, on dit ah zut, alors que si effectivement... cherche une solution. On peut aussi ouvrir un ouvrage et commencer par lire les 15 dernières lignes. Je suis en train de chercher des livres où je pourrais vous spoiler la fin, mais pour illustrer mon propos. Un gars agressif, quoi, mais de spoil. Parce qu'en fait, Roche et Aykroyd, c'était... Ouais. On fera des chroniques littéraires, et la saison 3. Donc, Damien, c'est bon pour toi J'avais aussi noté des éléments sur l'enjeu en fait, de la triche, notamment sur les compétitions e-sportives, l'enjeu du cash prize. Donc là, le jeu, on en avait déjà discuté l'année dernière, mais qui devient en fait du travail aussi. Et donc, il y a la dimension de gagner à tout prix. Et éventuellement, pour nous enseignants, c'est par exemple de mettre une note. Une note crée. Moi, j'aime pas noter la performance d'un jeu. Mais c'est exactement ça. Tu joues pour la note à tout prix. Et le à tout prix, en fait, il a plus la bonne signification. Et bon, après, dans le cadre e-sportif, il y a de nombreux exemples et c'est toujours même assez intéressant de voir la façon dont les tricheurs arrivent encore à innover. Enfin, c'est assez bluffant. Et sur la dimension d'enjeu du climat de confiance, rien à rajouter, parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. Mais non, ce que j'ajouterais en plus du climat de confiance en fait, avec les étudiants, c'est nous, le climat de confiance qu'on entretient avec les enseignants quand on crée le jeu, puisque les enseignants se mettent aussi en difficulté à se retrouver dans une posture de maître du jeu devant leurs étudiants. Et d'avoir une expérience où il y a de la triche alors qu'on a cherché à produire un objet qui soit différent, un dispositif innovant. On peut se retrouver dans nous le même état en tant que joueur quand on se retrouve confronté à un tricheur, parce qu'en fait on casse le plaisir des autres. Et on perd le plaisir en fait d'enseigner dans un contexte nouveau et c'est vraiment très déceptif. Comme le plagiat en fait, on se sent en tant qu'enseignant sali quand on découvre, on n'est pas content de l'avoir chopé, on se dit pétard. Et alors, vas-y, pardon. On a une question dans le chat. Est-ce qu'intégrer la triche pour travailler éventuellement le sentiment d'injustice ou de la frustration est potentiellement intéressant? C'est relativement présent dans le sport, donc pourquoi pas dans le jeu, à suggérer que la triche soit intégrée discrètement et dévoilée à la fin du jeu? On a des bons collègues qui parfois ont ce type de stratégie au cours d'un jeu, au cours d'une expérience de jeu, d'avoir un peu un agenda caché, d'aller justement tester parce qu'on peut en faire une leçon. Julien Alvarez l'utilise parfois de faire ça et d'aller prendre un peu à revers parfois ces étudiants qui pensaient jouer à un jeu et en fait il avait introduit un biais et il nous expliquait une fois que les étudiants étaient très très déstabilisés, que le maître de jeu triche quelque part ou introduisent des règles qui leur étaient non maîtrisées. Donc ça se fait, donc c'est possible de le scénariser et après il faut effectivement bien l'expliquer quelles étaient nos motivations et on peut retomber évidemment dessus et en faire une leçon intéressante. À l'usage, moi je pense par mon profil de joueur, c'est compliqué. Moi en tant que joueur, c'est le genre de choses, si on dit en fait il y avait une règle que tu connais pas et je t'ai bien eu. En général, voilà, mais c'est parce que je suis formaté sur un certain type de profil. Quelqu'un peut-être que des joueuses et des joueurs un peu plus sensibles à la narration, à ce type de dire c'était une surprise, c'est génial et autres, sont beaucoup plus intéressés. Et puis ça peut permettre d'aller créer aussi du sentiment, du ressentiment, qui sont des émotions sur lesquelles après on peut capitaliser. Donc c'est ça se fait, ça se scénarise et voilà, évidemment faut pas faut pas en faire n'importe quoi. Je voulais juste vas-y, il y a peut-être de allez-y, pardon. Il faudra qu'on se mette au point sur le mouvement de tutoiement parce que on a passé une saison 1 à se tutoyer, je pense qu'on peut rester là-dessus. Vous gênez pas, on connaît à peine.
Non, c'était pour dire que l'histoire de la triche, et c'est pour ça que je disais, elle était un peu longue, et en fait, et encore, j'ai découvert plein de choses passionnantes sur la triche, parce que l'histoire de la triche, c'est une certaine histoire du jeu. Et je me suis dit, on pourrait écrire un super bouquin sur le... Enfin, déjà, je vais essayer d'écrire un article ou d'en finir un, ça sera déjà beau. Mais sur l'histoire de la triche, on voit que dans les représentations du jeu, en permanence, la triche est là. Et en fait, on associe, à chaque fois qu'on veut critiquer le jeu, on dit oui, mais il y a des tricheurs. Et les représentations artistiques à ce titre-là, ne serait-ce que pour parler de ça, sont vraiment. Et c'est pour ça que j'avais mis un petit post en mettant Georges Latour avec le tricheur qui cache ses cartes, mais le Caravage aussi, on a une belle représentation. On a eu pendant très 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 longtemps des représentations quasiment systématiques des joueurs qui sont en train de tricher. Et donc. Et donc, le jeu a besoin d'être. Enfin, le jeu fait ressortir, c'est ça qu'on voit dans l'histoire, fait ressortir un petit peu le pire de ce qu'il y a dans l'humain, le tricheur, le menteur. Et ça, on a des choses. Voilà, à l'époque antique, à Rome, on a des choses. Comment dire, même et grec aussi. Donc ça pourrait être un vrai sujet et c'est intéressant de voir qu'historiquement, jeu et triche sont deux éléments qui sont très fortement liés dans les représentations. Merci Jérôme, le temps passe, alors on va se tourner vers toi Damien pour nous présenter un petit peu le calendrier de l'année, nos actualités, nos projets à venir. Yes. Déjà, je vais essayer de le faire un peu dans l'ordre. Notre colloque arrivant rapidement, donc colloque 5 et 6 décembre, des journées scientifiques de ludopédagogie. Les inscriptions vont commencer donc la semaine prochaine. Cette semaine. Même cette semaine, si on y arrive, super. Donc voilà. Aux équipes, moi j'annonce ça, pour le. Les inscriptions commencent demain. non, mais voilà, les inscriptions commencent donc très très prochainement. Et je pense que voilà, faudra pas espérer des inscriptions qui vont durer sur plusieurs semaines. Je pense que ça va se remplir très vite. On a une jauge assez basse pour avoir des journées assez riches et qu'on puisse. Voilà, on ne veut pas faire un colloque avec des temps d'échange. Donc il y a une jauge qui est pas forcément très haute. Donc 150, je crois. Ouais, j'avais 110 en tête, mais. Donc inscription, voilà, très très prochainement. Et le programme sortira le 7 octobre. C'est pareil, ça va arriver vite. Un magnifique programme d'ailleurs. Non, c'est vrai, des belles contributions et puis on peut je remercie aussi le comité scientifique. On en profite qui a lu et relu et puis aussi tous les contributeurs qui nous ont proposé donc dans les 4 axes en plus du colloque. Donc j'ai vraiment hâte. Voilà. Ça, c'est une belle édition. Pas de bootcamp sur ce premier semestre, mais 3 bootcamps au second semestre. Donc un bootcamp du 24 au 28 mars un classique. Non, mais comme similaire au bootcamp qu'on avait déjà fait. Et je dis ça parce qu'on intègre donc un bootcamp niveau 2 du 12 au 16 mai. Donc destiné aux personnes qui ont déjà suivi un bootcamp de niveau 1, dans le but est bien d'aller développer, pousser encore plus loin les connaissances sur la ludopédagogie. Donc ça c'est pareil, je pense que les inscriptions vont se remplir assez vite. Et cette année, on ouvre un bootcamp du 16 au 20 juin, international, donc International Staff Week, donc c'est avec un programme Erasmus, oui, si je ne me trompe pas. La plateforme Emotion. Ah voilà, ça j'avais pas le nom de la plateforme. Et donc on a déjà reçu deux demandes. Et donc ça... voilà. Donc une demande du Brésil et une de l'Écosse. Ça va être... pour nous, ça va être vraiment un vrai challenge de proposer ce qu'on fait d'habitude, mais en anglais. Et donc c'est une formule par rapport au bootcamp, se former à la pédagogie, à la ludopédagogie, qui travaille les 3 compétences autour de la culture ludopédagogique, autour de l'animation et l'évaluation. L'animation et l'évaluation et la conception de dispositifs. Là ici, il y aurait quelque chose qui serait un peu plus light aussi, on est en termes de contenu. Et c'est aussi intéressant parce que ça permet de pouvoir se confronter aux différentes cultures. C'était aussi notre idée. On parle plus de game-based learning à l'étranger.
Et donc de pouvoir se confronter à ces publics-là, les faire se rencontrer, voilà. Ça nous, Je pense qu'on aura un peu plus de temps de justement d'échange aussi pendant ce bootcamp sur les différentes pratiques. Le bootcamp est en anglais. Bootcamp en anglais, oui. Oui, pour nous aussi. Pardon. Si, j'avais oublié donc nos déplacements, 2 learning expéditions sur le premier semestre, donc une au salon Essenspiel début octobre, donc le plus gros salon de jeux de plateau de la Terre entière. Donc en Allemagne, donc on va s'y déplacer à 9. Donc voilà, on y va en force. Dans le but, on y va en camion, oui, c'est vrai, autant pour moi. Dans le but pour nous est bien d'aller découvrir les tendances en fait de l'année 2024-2025, voir les nouveautés. C'est pas moins de 1200, 1300 sorties sur ce salon. 1600, allez, 1600, qui dit mieux. Non mais enfin, ce qui est assez fou, c'est quand on est allé en 2022, c'était 1300 sorties. Là, en fait, on arrive à 1600. C'est juste hallucinant. Et on avait 206 000 participants au max communiqué par Essen. Et Arthur me disait ce matin que c'était 280, 290. Fake news. Donc on reste sur 206 000. Non, ouais, donc on reste sur 206 000 sur les 4 jours. Et n'hésitez pas, on sera relativement visible. On y va en brandé Gaming Lab. Oui, là, franchement, je suis moins brandé que vous aujourd'hui. T'es le chef. Et puis, un déplacement au Kick Festival, cette fois fin octobre, Festival des Arts Numériques à Namur. Toute l'équipe en Belgique, toute l'équipe du studio Créa s'y déplace depuis quelques années, et c'est de nouveau en fait un temps riche et comment dire, super inspirant, puisqu'on rencontre des personnalités fortes en fait du milieu artistique et qui présentent des exemples de réussite pendant 3 jours à tout niveau, et c'est très très impressionnant. Il y a toute une partie dédiée aux technologies immersives au market. Je me retourne vers Benoît, mais ça c'est le market. Et donc voilà, l'occasion pour nous d'aller expérimenter, tester, et puis de nouveau échanger. Ça c'est pour nos déplacements. On va avoir donc les micro-certifications digitales FCU qui démarrent également en octobre, donc le 7 octobre. Lancement de la micro-certification, donc se former à la ludopédagogie, le module de 30 heures donc pour 6 semaines, et le module enseigné par le jeu, donc un module de 12 heures sur 3 semaines. Et alors, j'aurais dit, en fait, idéalement, je l'ai bouclé en disant, et je vous invite la semaine prochaine, lundi à 17h, à venir, il y a un webinaire d'information. Mais alors, on est très content, mais le webinaire... Le barré informatif, c'est quand même chouette. Il est, oui, ce qu'on a eu en 24 heures, 1000 inscriptions au webinaire d'information. Donc il est complet. Il est plein, mais ça nous amène à penser que cette question de la ludopédagogie, elle intéresse quand même, je pense, assez largement les milieux professionnels et voilà. Impressionnant. Et puis donc en plus de ces temps déjà bien identifiés, on a toujours en continu des projets donc de développement de jeux. On avait dû le redire lors du dernier Gaming Live, mais on attend 3 éditions en décembre, une édition de chaque jeu. Donc on va avoir 3 jeux au total en décembre qui vont sortir. Pour le 5 et 6 décembre. Pour le 5 et 6 décembre. Oui, ce serait chouette. Ce serait chouette de pouvoir les avoir le 5 et 6. En tout cas, on fait au mieux. On n'est pas obligé de partir en vacances, tout ça. Des temps d'accompagnement toujours des enseignants. On va avoir un hackathon la semaine prochaine dans nos locaux, le hackathon Prépa Bloc. On va avoir également un temps de construction de prototypes de jeux, plutôt prototype de cahier des charges d'escape game, la dernière semaine de janvier. Et alors là, la cohorte, j'ai peur de dire une bêtise, mais elle est immense. On va avoir, je crois, 400 étudiants sur une semaine. Le Game Jam. Une Game Jam étalée sur 5 jours.
Ouais, et 400 participants. Et c'est 400 participants et une vingtaine d'enseignants qui vont être là pour encadrer les productions des étudiants. Dans le domaine de la santé, hein, t'as dit. En santé, tout à fait. Et donc, qui va donner lieu ensuite à la production de posters scientifiques. Et puis, il y aura des prix, il y aura des petites choses sympas à revoir. Et je dirais que j'ai fait grosso modo le tour, mais de toute façon, il y a tellement de... Un autre truc qui aura lieu aussi de temps en temps, c'est que au-delà de ce format hebdomadaire, il y aura peut-être, parce que comme en fait, on va avoir la semaine prochaine l'installation de notre caméra zénithale qu'on attend depuis longtemps, notre caméra plafond, je pense qu'on fera des petits let's play aussi, hors créneau pour des parties, voilà. Sur des jeux... Mais c'est un programme très réjouissant. Vous pouvez retrouver grâce à Lucie toutes les informations dans le chat et puis la bibliographie également dont tu as parlé, Jérôme. On la remettra également au niveau du replay de la médiathèque pédagogique de l'Université de Caen. Et puis, il me reste à vous remercier pour cette belle rentrée. On se retrouve, donc on le rappelle, maintenant tous les mardis de 13h30 à 14h. Toujours sur Twitch. 14h05 si on est un peu bavard. Si on est un peu bavard. Mais c'est vraiment si jamais. Mais je sais pas, je pense que c'est toi qui as débordé. Ah, mais c'est certain, c'est de toute façon qui est terminé, donc c'est ma faute. Moi, il n'était pas 14h quand j'avais fini. Et, on vous remercie d'être toujours au rendez-vous. Merci à Gabgash pour ses petits messages qui nous dit que le CMU est incroyable. Ça fait toujours plaisir. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, Et à la Florine. semaine prochaine. Au revoir.